Bonjour, merci Françoise. Merci également à Marc Lely qui m'a proposé de venir tenir ce rôle-là de remplaçant et m'exposer à ce qui me manque, parce que je ne suis ni spécialiste des soins palliatifs, ni sociologue, en vertu de quoi je remercie également Claude Martin de m'avoir laissé sa place. Et, ceci dit, arrivé ici avec assez tranquillement, je dois dire, parce que votre bienveillance m'a été annoncée, en présentant ce que je n'ai pas, c'est finalement une bonne entrée en matière pour parler de ce dont j'essaye d'être un tout petit peu le spécialiste, à savoir les liens familiaux, à savoir ce qu'on appelle depuis une dizaine d'années la parentalité, à savoir finalement parler de cette réalité-là, qui est la réalité que l'expérience vécue de tout un chacun, qui est que, ma foi, il n'y a pas, pour paraphraser Winnicott, il n'y a pas d'individu seul, le bébé seul n'existe pas, disait-il, eh bien, personne n'existe seul, finalement, et nous n'existons qu'à travers les liens familiaux qui se déploient tout au long de notre vie, d'ailleurs, dans deux directions, je vous le donne d'emblée, une chaîne générationnelle et une trame sociale. Et ça fait ça, le tissu dans lequel nous existons, et chaque personne, chaque individu que nous sommes n'est en fait pas si seul que ça. Nous nous inscrivons dans des liens, et ce sont des liens qui nous précèdent et qui nous succèdent. C'est une manière de dire, finalement, que ces liens d'alliance-là qui sont actuels ne suffisent pas à définir ou à dire quelque chose de ce que nous vivons dans nos rapports avec les autres. Ces liens d'alliance croisent des liens de filiation, des liens générationnels, qui sont les liens, finalement, que nous entretenons avec notre histoire, avec nos ancêtres, nos parents, forcément. Vous avez remarqué que personne n'échappe au fait d'avoir des parents, mais ce sont aussi des liens qui nous unissent à ceux qui nous suivent, et même si nous n'avons pas d'enfants, eh bien, d'autres viennent après nous, inévitablement, auxquels nous sommes, d'une certaine manière, reliés. Ce qui caractérise le moteur de ces liens-là, eh bien, c'est l'absence, curieusement. Ce n'est pas la présence de l'autre, mais son absence, c'est-à-dire sa manière d'être là sans être là. La preuve, c'est que, comme je viens de vous le dire, nous sommes tout à fait reliés à ceux qui n'existent plus par le simple fait même de ces liens d'attachement qui sont aussi des liens de désir, si vous voulez, ou des liens d'amour, dont le moteur est, quant à lui, le manque. Vous aurez remarqué que le but du désir, ou le but de l'amour, si vous voulez, n'est absolument pas de se satisfaire, d'être comblé, mais au contraire d'être entretenu. Les 3 points que je vais partager avec vous à l'occasion qui m'est donnée de parler de cette question-là dont je ne suis pas le spécialiste, eh bien, je vais vous parler de la mutation des liens familiaux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Quel impact cette mutation a sur le rapport que nous entretenons à l'autre en général et à cet autre particulier qui est l'autre en situation de vulnérabilité extrême? Et, in fine, qu'est-ce que nous, travailleurs sociaux, enfin bon, pour le dire de manière un petit peu, je sais bien qu'il y a des médecins, des infirmiers, des bénévoles, alors nous sommes des travailleurs du social et de la psyché, pourrait-on dire. Qu'est-ce qui se passe pour nous au moment où, dans cette mutation sociale en général et cette mutation des liens familiaux en particulier, nous sommes confrontés à ce défaut de savoir-vivre définitif qui caractérise la situation de celui qui meurt. Défaut de savoir-vivre définitif, enfin, bon, c'est Pierre Dac, je crois. Rendons à César ce qui appartient à César. Question transverse qui a animé ma réflexion, je dois dire, puisque c'était une question sur laquelle je ne m'étais nullement penché, eh bien, quid de la culture bretonne à travers ça et de la question du domicile, du mourir à la maison. Allez, on y va pour 3/4 d'heure à peu près. Je ne veux pas être une variable d'ajustement de votre retard pris. On m'a dit 3/4 d'heure, je les tiens. Peut-être même un peu plus. J'y veillerai. Identification de la mutation de la famille, celle-ci, ça y est, on est au courant. On est d'autant plus au courant du fait que quelque chose a changé que nous le vivons. Nous le vivons parce que nous sommes traversés par cette mutation, parce que nos parents, nos grands-parents nous en ont dit quelque chose, parce que nos enfants, si nous en avons, ou les enfants du voisin, qui sont aussi un petit peu les nôtres finalement, je
je prépare la suite, eh bien, tout cela nous confronte quotidiennement au fait que, eh bien, les rapports hommes-femmes ont grandement changé, que les rapports entre les générations ont grandement changé, que la place donnée à l'enfant a grandement changé. On ne dit plus qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme. On vous dit, eh bien, soyez qui vous voulez. On ne vous dit plus qu'est-ce que c'est qu'être père, qu'est-ce que c'est qu'être mère. On vous dit, eh bien, soyez le père que vous voulez ou la mère que vous voulez. Et peut-être même, on se dirige vers une situation où finalement, on ne sera plus certain qu'il y ait une si grande différence que ça entre un père et une mère. Et la mère doit-elle être une femme et le père doit-il être un homme? Enfin, vous voyez bien que c'est un petit peu le bazar et que une certaine manière peut-être d'ailleurs, de s'en sortir de ce bazar-là, c'est de faire un sort particulier à l'enfant qui serait dans cette espèce d'inversion du sens générationnel, le guide des temps futurs. On lui demande ce qu'il veut, on lui dit comment il veut bien que nous soyons parents et finalement comment est-ce qu'il veut que la vie de la famille s'organise. Je pense à quelques sociologues médiatiques dont je ne citerai pas le nom, il y a vraiment trop de monde encore que, bon non je ne le fais pas, qui prétend finalement que le plus grand progrès qu'on puisse espérer en matière de démocratie familiale, c'est que puisque nous avons libéré les femmes, puisque nous avons libéré les homosexuels, et il ne nous reste plus qu'à libérer les enfants, et que la meilleure preuve de cette liberté, de cette libéralisation, et entendez bien ce sens-là, de ce mot-là de libéralisation dans tous les sens du terme, eh bien, la meilleure preuve de cette libéralisation des mœurs, c'est le divorce, c'est-à-dire la possibilité que nous sommes offerts de ne plus supporter l'autre quand on ne le supporte plus, et de s'en séparer. Eh bien, finalement, le plus grand progrès serait que les enfants puissent également divorcer de leurs parents. Oui, enfin, on peut être pour, on peut être contre. J'aime autant vous dire que si vous appliquez la démocratie familiale à la dimension de votre famille, pour peu que vous ayez un père, une mère et quelques enfants, il vaut mieux vous arrêter à 2 enfants. Parce que la démocratie familiale imposant le suffrage universel, si vous avez 3 enfants, vous pouvez être mis en minorité. Attention. Une des raisons pour lesquelles je pense que le taux de natalité s'arrête à 1,9, 2, 2,1. Il reste un petit peu de sagesse quand même dans cette histoire. En un mot, cette mutation de la famille qui est une crise, qui est véritablement une crise, avec un avant, avec un pendant et avec un après. Et l'après, c'est pour dans quelques générations, donc on a le temps, vous voyez, d'y réfléchir, par exemple. Eh bien, cette crise-là se caractérise par une liberté nouvelle et inédite donnée à chacun d'entre nous d'inventer sa manière d'être au monde, d'inventer sa manière d'être en famille, d'inventer sa manière d'être en relation, d'inventer sa manière à faire avec l'existence. Ces principes nouveaux sont désormais bien caractérisés. Singularisation extrême de l'existence, ça va de la promotion de l'épanouissement personnel jusqu'à cette position égocentrique, narcissique, pour la qualifier dans un terme psy. Bien sûr que nous nous sommes émancipés de ces dogmes collectifs, sociaux, qui aliénaient, je vous décris là, des effets secondaires d'un immense progrès, des effets secondaires négatifs d'un immense progrès. Chacun a acquis le droit d'être l'auteur de son propre destin, d'être finalement le point zéro d'un calendrier révolutionnaire qui est à la dimension de chacun, pas d'histoire, pas de passé, peut-être pas d'avenir aussi, avec, en ce qui concerne ces liens contemporains, ce mythe de l'égalitarisme, de la parité qui nous fait flirter avec cette ressemblance, ce renoncement à la différence et qui se paye du prix peut-être de l'indifférence. La confusion de l'autre différent et de l'autre supplémentaire nous conduit à nous comporter comme des îlots existentiels qui s'ignorent les uns les autres, sauf pour être en compétition, sauf pour être dans des rapports de rivalité, de concurrence. C'est donc une crise de la référence dont il s'agit, là où le dogme collectif était transcendant et hétérogène, et qui dictait à chacun d'entre nous la conduite à tenir, bref, comment être citoyen et comment faire famille aujourd'hui. Eh bien, désormais, ce dogme-là n'existe plus, plus rien ne transcende quoi? Eh bien, plus rien ne transcende mon désir et la logique de la satisfaction de mon désir. Ce qui médiatise notre rapport au monde et qui est censé lui donner sens et donner sens
à notre communauté d'existence en tant qu'humains, mais en tant que, en tant que Bretons, sont les étrangers français dehors, eh bien, ce qui était censé donner sens à notre communauté d'existence a été, sinon aboli, au moins grandement fragilisé, et nous nous retrouvons, chacun renvoyé à notre propre capacité d'inventer le monde dans lequel nous voulons vivre et de jouer une partition qui n'est plus écrite. C'est l'improvisation et éventuellement, avec quelques efforts, la négociation permanente avec l'autre qui s'impose. Les plus démunis, les plus fragiles sont bien en difficulté pour faire face à cette ressource nécessaire qu'est soi-même désormais, et de sorte qu'on peut ne pas être surpris par le fait que nous nous tournions vers des solutions de secours un peu désespérées, les savoirs, les expertises, mais aussi les solutions et les dissolutions de cette angoisse que produit la liberté que nous avons d'être nous-mêmes. Chacun est centré sur lui, et on pourrait dire finalement que le slogan de notre modernité, c'est liberté, égalité et angoisse. Alors cette affaire, qui est un peu le bazar, vous disais-je, est vraiment, les chercheurs en sciences humaines que nous sommes, tous plus ou moins d'ailleurs, se régalent et font leur chou gras de cette déconstruction spontanée des liens familiaux en général et des liens sociaux en général et des liens familiaux en particulier. C'est un véritable laboratoire de l'humain qui s'est ouvert comme ça sous nos pieds, sous nos yeux, et nous nous posons sans arrêt la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une famille ? Et vous aurez remarqué, nous sommes en pleine actualité, nous ne savons pas répondre à cette question-là. Pourtant, les anthropologues en disent quelque chose. Bon, eh bien, c'est un peu abstrait, je vous y emmène quand même. Toute personne s'inscrit dans des liens intergénérationnels qui sont croisés par des liens d'alliance. Imaginez une immense croix qui n'a rien de religieux, cette croix-là, mais simplement l'intersection des liens de filiation et des liens d'alliance. Lévi-Strauss avait tout à fait bien identifié ça, et il nous disait simplement, ce n'est pas la peine d'aller chercher du côté de la description des configurations familiales, nous sommes attentifs à une structure qui nous permet de nous repérer, mais qui nous permet quoi ? Bien, ni plus ni moins de subjectiver les quelques kilos de chair fraîche que nous produisons, enfin chair fraîche, enfin, il faut quoi, hein ? Où est-ce que je vais ? Mais je pense à ce que disait Legendre, voilà. Hein, il ne s'agit pas tant de fabriquer de la chair, il faut instituer de l'humain, il faut subjectiver cette chair-là. Eh bien, les liens familiaux, la structure des liens familiaux, peu importe les configurations sociales à laquelle cette structure donne lieu, mais cette structure des liens familiaux ont comme impératif, comme mission, si vous voulez, ce qui n'est pas rien, de subjectiver la chair. Et ce sont les rapports, précisément, l'intersection des liens de filiation et des liens d'alliance qui permettent cette subjectivation-là. Alors, je bois. Alors, vous comprenez bien que ces liens symboliques sont des liens institués. Ce sont des liens immuables d'une certaine manière. Et ils viennent être heurtés par d'autres liens, liens affectifs, liens d'élection, liens sentimentaux, l'amour, quoi, qui vient se mêler de l'affaire. Et ça nous complique la vie, et ça nous complique d'autant plus la vie que finalement, il peut y avoir une sorte de rapport de force qui s'installe entre ces deux types de liens, les liens d'institution et les liens d'élection, les liens symboliques et les liens de désir, si vous voulez, eh bien, notons finalement qu'en fonction des époques, on va plus ou moins valoriser tel ou tel type de lien. Les sociétés traditionnelles valorisent les liens institués et disent finalement comment être en famille, mais codifient aussi des usages sociaux, mais des usages comportementaux, des usages personnels, individuels, au gré des obligations que le nous autres se crée. On verra tout de suite que ça s'applique bien sûr à la question du traitement de la mort. Les solidarités à ce moment-là sont instituées et s'imposent à chacun, pas le droit d'y déroger, et assurent la cohésion du vivre ensemble. Le nous autres, là, est consistant. A contrario, et nous sommes dans une époque qui valorise ce type de lien-là, les liens affectifs, disais-je, nous confèrent une grande liberté d'action,
mais aussi une grande fragilité de ces solidarités, puisque ces solidarités sont alors choisies, elles sont alors négociées, elles sont alors inventées, si je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et vous voyez bien que cette liberté-là suppose à la fois renoncement et en même temps liberté de renoncer ou pas. Renoncer à quoi ? Eh bien, renoncer à la satisfaction de son plaisir, avec l'autre ou sans l'autre. Voilà ce qui caractérise la modernité. Et si vous allez lire des auteurs contemporains, et je mets sur le même plan, tiens, je ne sais pas s'ils seraient contents de ça, Père Jacques-Elias et Marcel Gauchet, ils disent quasiment d'une seule voix, je vous cite, je vous les cite, je ne sais plus qui a écrit qui d'ailleurs, qui a écrit quoi. La modernité nous a délivrés de ce qui pouvait subsister de contraintes envers les traditions. Elle nous a déliés de ce qui pouvait leur faire obligation envers des collectifs de référence, de la famille à la nation. Elle nous a dégagés de la révérence hiérarchique, des liens d'obédience envers l'autorité, même consentie. En un mot, elle nous a donné, ou elle tente à nous donner, les pleins pouvoirs de nous-mêmes. Qu'allons-nous faire des pleins pouvoirs de nous-mêmes ? Eh bien, nous sommes bien embarrassés avec ça. Cette modernité hyper valorise les enjeux narcissiques du rapport à soi. Moi, moi, moi. Les chansons populaires, hein. D'un côté, il y a chacun fait ce qui lui plaît, et puis de l'autre côté, bon, ça date un peu, mais quand même, ça a annoncé la suite, 300 millions de petits Chinois, et moi, et bien sûr que les 300 millions de petits Chinois, on s'en contrefout. Ben oui. Or, la tradition, j'attire votre attention sur le fait que, étymologiquement, tradition, ce n'est pas ce socle-là d'usage institué et immuable qui caractérisait, dit-on, la vie de famille ou la vie sociale de nos parents ou de nos grands-parents. La tradition, c'est ce qui se transmet. Étymologiquement, la tradition, c'est la transmission. Et d'ailleurs, étymologiquement, je le note au passage, puisque l'étymologie compte, enfin m'intéresse en tout cas, on a la même étymologie pour trahison. C'est fort intéressant. Oui. La tradition, c'est ce qui se transmet, et elle nous rappelle la nécessité pour le lien social de se soutenir d'un en-deçà et d'un au-delà symbolique, c'est-à-dire quelque chose qui transcende les exigences de la satisfaction de mon désir. La tradition nous rappelle la nécessité pour le lien social de se soutenir d'une histoire et d'un projet, d'une nostalgie et d'un idéal, bref, de racines et d'ailes. Or, nous vivons un changement de culture. Je le répète. Et cette génération qui est la nôtre, ou peut-être celle qui va nous suivre, est inévitablement en conflit de loyauté. Pas la peine d'aller chercher les beurs de la 3e génération pour savoir qu'est-ce qu'il y a à dire de ce changement de culture, puisque nous le vivons ici, particulièrement en Bretagne, et nous avons prétendu, ou nous prétendons collectivement, réussir à nous libérer de tout dogme, réussir à nous affranchir de la tradition, c'est-à-dire rompre avec l'histoire, et rompre avec l'histoire, c'est rompre avec la génération d'avant. Comment ne pas se sentir coupable de cette velléité-là de rompre avec la génération d'avant ? Les effets transgénérationnels de cette rupture culturelle ne se font pas attendre, bien sûr. C'est à la 3e génération et sur place que les choses se passent. Ce sont les petits-enfants qui disent quelque chose. Vous savez, quand on dit les enfants, la vérité sort de la bouche des enfants. C'est bien sûr la vérité des parents, mais plus particulièrement la vérité des grands-parents qui sort de la bouche des enfants. À travers leurs symptômes, eh bien, les symptômes des petits-enfants disent quelque chose de ce changement générationnel brutal que nous sommes en train de vivre et qui nous laisse avec cette question-là, vis-à-vis des anciens, devons-nous nous en occuper au nom du devoir ou au nom de la dette ? Au nom du devoir sur le mode de l'invention ou au nom de la dette sur le mode du symptôme ? Il existe donc un positionnement singulier de chacun vis-à-vis des siens. Et ce positionnement singulier-là prend sens dans l'entrelac des liens d'alliance et de filiation tout au long de sa vie, jusqu'au dernier moment,
et même, je pense, un peu après. En tout cas, assurément après pour ceux qui restent. C'est ça le paradoxe de la fonction de l'entourage. Le malade n'existe pas seul. Sa maladie, sa vieillesse, sa fin de vie affectent d'une manière irradiante les proches, en quelque sorte, familiers et familiaux, alors même que ces proches, familiers et familiaux, sont requis comme une ressource. Alors on appelle ça des aidants familiaux. Eh bien, il faut que je vous dise qu'un aidant familial, ça n'existe pas. Non, décidément non. On décrit sa plainte, son épuisement, sa plainte silencieuse, bien sûr, parce que quand même, comment pourrait-on se plaindre d'avoir à s'occuper de quelqu'un qui souffre 100 fois plus que soi ? Sa plainte silencieuse, son épuisement, sa crainte de la contagion, son renfermement sur lui, son sentiment de dépersonnalisation, enfin, je vous donne tous les signes là de ce qu'on appelle le fardeau, l'épuisement. Il ne faut pas être dupe que l'attention accordée aux aidants familiaux tient, bien sûr, à une souffrance objective qu'ils vivent, sûrement. Mais il ne faut pas être dupe non plus au fait que l'attention accordée aux aidants familiaux relève de l'utilité sociale, du rôle qu'ils jouent dans une collectivité qui s'appuie sur eux à mesure qu'elle se dérobe de ses obligations et que le collectif se dérobe de ses obligations à l'égard de la génération d'avant. Le désengagement de la collectivité et la privatisation, la libéralisation des liens familiaux donnent naissance à ce qu'on appelle les aidants familiaux. Mais qu'est-ce qui conduit un membre de la famille à occuper cette place-là, d'être, comme on dit de lui ou d'elle, aidant familial? Cela dépend, quel sens cela prend-il, dans l'économie psychique du parent? Quel sens cela prend-il dans l'économie relationnelle de la dynamique familiale? L'aidant familial, vous disais-je, n'existe pas dans le sens où ce qui existe, c'est un fils, une fille, un conjoint, une conjointe, une tante, un oncle, un père, une mère, etc., etc. L'épreuve de la confrontation à la maladie, à la dépendance, à la sénilité, à la démence, à la fin de vie de la personne, elle est subjective, bien sûr, mais elle est fonction de la place que l'on occupe dans la famille. Et cette place que l'on occupe dans la famille, vous l'avez en tête, puisque je vous l'ai dit, elle est elle-même fonction, elle s'organise d'un point de vue symbolique, c'est la place dans la filiation, la place dans la succession des générations. Ce n'est pas rien pour une femme qui est la fille de son père que d'aller faire la toilette intime de son père, par exemple, justement du point de vue de la place généalogique qu'elle occupe dans la succession des générations, mais c'est bien sûr aussi fonction de la qualité du lien entretenu avec la personne. On est là dans un point de vue affectif, sentimental, c'est-à-dire du côté de l'amour, c'est-à-dire du côté de la haine aussi. Comment penser devoir s'occuper, prendre soin d'un parent qui a été maltraitant toute sa vie? Alors l'hypothèse, c'est que cette fatigue, elle est objective sûrement, et elle est aussi subjective. C'est une souffrance subjective liée là à la reviviscence des enjeux affectifs anciens qui sont remobilisés à cette occasion, avec une espèce de prise en étau entre cette place impossible à tenir parfois et une exigence sociale qui est du côté de la dette. Alors, deux manières de s'investir sans doute à cette place-là, sûrement, et devons-nous y être attentifs, on peut s'investir sur le mode du symptôme. Alors, symptôme de quoi? Symptôme d'une impasse subjective qui a fait que les liens familiaux ne se sont pas organisés de telle manière qu'on ne peut pas avoir le choix. On est obligé, pas du côté de l'obligation morale, pas du côté du devoir, mais du côté de la dette. Je pense à cet homme-là qui est venu consulter à Parentèle et puis qui s'occupait de sa mère malade. Bon, il s'occupait de sa mère malade. Sauf que pour s'occuper de sa mère malade, il a arrêté de travailler. Et pour encore mieux s'occuper de sa mère malade, il a fini par se séparer de sa femme. Et pour encore plus mieux s'occuper de sa mère malade, il a fini par aller habiter chez elle. Et puis avec elle, bon, heureusement elle est morte finalement, donc il a pu passer à autre chose. Mais jusqu'où est-ce que ça aurait été ? Je pense à cette autre femme qui s'occupe de sa mère en soins palliatifs et qui guette
jour après jour, désespérément, pourrait-on dire, enfin un sourire de sa part, peut-être le premier sourire que sa mère, à peu près presque morte, aurait pu lui adresser avant qu'elle meure. Et elle y va tous les jours, chaque jour, attendant désespérément qu'enfin sa mère lui manifeste une preuve d'amour, d'attention, d'affection. Bon, elle l'a pas eu, hein. Ben oui, elle l'a pas eu. Mais on pourrait, il faut bien reconnaître qu'on peut s'investir comme aidant familial sur le mode de l'invention, sur le mode de la négociation, entre soi et soi, bien sûr, et entre soi et l'autre. Pourquoi pas ? Eh bien, je pense à cette femme-là que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui est mariée depuis une quinzaine d'années, au moment où son mari déclenche une maladie grave, qui le cloue au lit, etc., etc. Elle pense partir, elle reste finalement, et petit à petit, un équilibre se construit peu à peu, qui va durer pendant une dizaine d'années encore, où cette dame-là va essayer de conserver une vie sociale, va avoir, en s'appuyant sur des aides à domicile, mais va avoir une vie extra-conjugale, parler avec son mari, discuter avec son mari, affrontant le jugement de l'entourage et le jugement des professionnels, même des fois. Donc, la confrontation à un parent en fin de vie, plus largement, ce soutien familial dans les situations de vulnérabilité extrême pose la question du devoir et de la dette. Y va-t-on du côté de la dette, avec cet impossible anthropologique pour le coup, qui est que la génération d'avant ne s'acquitte jamais de sa dette vis-à-vis de la génération d'avant encore, la génération des enfants ne s'acquitte jamais de sa dette vis-à-vis de la génération d'avant, ou du côté du devoir, c'est-à-dire d'une obligation, dans le sens philosophique du terme, à la Lévinas, si vous voulez, je suis l'obligé de l'autre, et parce que je suis l'obligé de l'autre, eh bien, et comme les enfants ont un devoir d'honneur et de respect à l'égard de ceux qui les ont précédés, alors, là, ils m'obligent. Alors vous voyez bien que le discours hypermoderne, qui est individualiste et égocentré, expose d'une manière tout à fait cruciale, finalement, cette génération-là que nous représentons, et encore quelques générations après, par rapport à la question de s'occuper des siens. Ça va ? La modernité privatise et individualise le rapport à la maladie, à la fin de vie et à la mort. C'est l'affaire de l'un, là où c'était l'affaire de tous. Et assurément, j'en ai causé ailleurs, et en l'occurrence écrit, cette standardisation des protocoles et des procédures d'accompagnement des malades et des personnes en fin de vie sont tout à fait le symptôme d'une névrose collective dont nous sommes affectés et qui prend acte, en s'en débrouillant, de la faillite du sens commun et des obligations collectives. Puisque nous y allons en ordre dispersé, on a le choix de le faire ou pas le faire, eh bien il va bien falloir gérer ça. Et la gestion vient là comme symptôme du déficit des idéaux ou des illusions partagées. Les illusions, je vous ramène à ce que disait Freud à propos de la religion. Donc le déficit des idéaux, le déficit de ces illusions partagées nous conduit à y aller dans le désordre et impose en quelque sorte cette reprise en main du côté de l'ordre de faire. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et ça se traduit par la nécessité d'évaluer les conduites, d'évaluer les comportements, d'évaluer les pertes et les profits, d'évaluer les peines et les bénéfices. Dire qu'aujourd'hui, on est particulièrement seul lorsqu'on meurt, au moment où on meurt, c'est un truisme, mais de quelle solitude s'agit-il effectivement ? Je me souviens d'un directeur d'EHPAD dans une instance de supervision comme ça, qui disait « Je comprends pas, pourtant on gère au mieux, mais c'est toujours la nuit que les gens meurent. Et comme ils meurent la nuit, ils sont seuls. Comment on pourrait faire ? Organisation, protocole, procédure, pour faire en sorte que, améliorant nos bonnes pratiques pas suffisamment bonnes, manifestement, eh bien alors les gens ne mourraient pas seuls. Alors je vais conseiller de mettre des systèmes de vidéosurveillance dans les chambres,
pour bien guetter le moment où il faudrait vite qu'il y ait quelqu'un à se précipiter pour je ne sais pas quoi. Mais au moins, il ne serait pas seul et on pourrait, voilà, coter, il n'est pas mort seul. Je caricature, je grossis le trait, mais c'est pour la vertu pédagogique de la caricature, n'est-ce pas, Éric ? Derrière l'apparent humanisme de la gestion des conditions de fin de vie se cache l'inéluctable réalité. La mort n'est plus l'affaire de tous, et peut-être que, oserais-je le dire ici, les soins palliatifs sont le symptôme de ça. L'organisation des soins palliatifs pallierait en fait, bien sûr pour une part, l'échec de la maîtrise technique de la vie organique. Là, il y a un os, ça meurt. Il faut bien s'occuper de ça un peu. Mais peut-être que les soins palliatifs pallient en fait la disparition de la mise en sens partagée des morts successives dans notre collectivité. Il faut bien organiser un peu les affaires. Qu'est-ce qui fait la question, voilà la question, qu'est-ce qui fait référence et qui va donner du sens à une existence en tant qu'elle est inévitablement partagée? On n'est littéralement jamais seul, disais-je d'entrée. Mais comment, au moment de mourir, cet inévitable partage de l'existence que signifie la vie humaine, ce partage de l'existence que signifie la vie humaine, va-t-il se mettre en jeu? Comment, au moment du mourir, le partage de l'existence se met-il en scène? Françoise, il me reste combien de temps? 10 minutes. Bon, alors je passe. Bon, puisque Claude, je pense que si Claude Martin avait été là, il vous aurait parlé un peu de Durkheim. Je fais le pari. Donc je vous parle un peu de Durkheim. Notre rapport à la mort, dit Durkheim, eh bien, se caractérise par la perte des usages sociaux d'une société dite par les sociologues inclusive. Il dit ceci: le délitement des liens sociaux affaiblit les solidarités instituées. Ça, c'est clair. Et l'individu, du coup, se trouve dévoiler des semblants sociaux qui aident à tenir le coup malgré tout, et malgré tout, c'est malgré le fait qu'on sait qu'on va mourir. Eh bien, ces semblants sociaux se sont délités, et chacun est seul face à l'inanité de l'existence, à l'évidence de l'échéance, à l'inéluctabilité du terme et à l'assurance de notre propre solitude. Il faudrait se souvenir qu'il fut un temps où les humains, les citoyens, on les appelait des mortels. Nous sommes mortels. Les adolescents ont réhabilité ce terme-là, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez noté. Ils disent « Ah, c'est mortel ». Ils en savent quelque chose. Nous passons notre temps à essayer d'oublier que eh bien, nous sommes destinés à la mort. Cette certitude de la mort, dont plus rien ou plus grand-chose nous protège, sinon, par exemple, en Bretagne, l'alcool ou le suicide, on peut essayer d'éviter la mort, finalement. Ceci dit, on ne fait que devancer l'appel. On choisit simplement l'heure. Eh bien, cette tentative de précipiter l'échéance, qui nous est assez dans notre communauté bretonne familière, peut-être renvoie-t-elle à ceci qu'effectivement, cette culture-là qui personnalisait la mort, cette culture qui reliait à la culture chrétienne, à l'intégration du christianisme, mêlait l'encou et la Sainte Vierge, obligeait finalement à la collectivité de se réunir autour du corps du défunt, à la maison, pour la veillée funéraire, où l'être ensemble autour du corps mort se soutient des prières que tout le monde psalmodie ensemble. On accompagne comme il se doit la dépouille à l'église, puis au cimetière, et on se reconstitue dans tous les sens du terme, on se restaure autour du cher disparu et de son évocation à l'occasion d'une collation pendant laquelle, souvenez-vous, pour ceux d'entre vous qui, les moins de 20 ans, passons, mais les enfants jouaient à ce jeu-là formidable qui est cache-mort ou cache-tampon, comme vous voulez. La sacralisation des usages sociaux autour de la mort répond à une exigence de donner une place dans le lien social
à l'épreuve de la perte d'un proche. Jean Delumeau, La peur en Occident, dit ça, les usages funèbres reposent sur la peur que l'homme a des esprits, des morts, plutôt que sur l'affection qu'il conserve pour eux. Nous avons peur des esprits des morts, plutôt que nous avons peur de la perte de l'affection que nous conservons sur les morts. Cette ritualisation culturelle répond à une nécessité d'accompagner le passage, de passer de l'avant à l'après, d'inscrire cette mort-là dans une histoire, d'inscrire cette mort-là dans l'histoire de la succession des générations. Au passage, c'est le cas de le dire, je vous rappelle que, étymologiquement, obsèque, ça veut dire « au suivant ». Non pas dans le sens où, oui, une fois qu'il y en a un, c'est... Mais c'est un peu ça en même temps, la vie, si vous voulez, c'est au suivant. Obsèque, c'est ceux qui suivent en se souvenant de ce qui les a précédés et en transmettant au suivant, justement, le souvenir de ce qui précède. Il s'agit d'intégrer dans la suite, de transmettre, avec ce respect, nous sommes les obligés des défunts et de ceux qui vont mourir. Il se peut que ça soit nous. Cette subjectivation de la référence, cette individualisation de notre rapport à la mort, nous expose au risque, je ne sais pas ce que vous en pensez, d'avoir le choix entre deux manières d'être mort. Je vais tenter une opération de science-fiction. On peut être mort de deux manières. Soit désormais, puisque, vous vous souvenez, chacun fait ce qui lui plaît, eh bien, il y a des mortels qui s'arrogent le droit de satisfaire leurs désirs à titre posthume. Vous m'enterrerez comme ça. Je veux que vous conserviez l'urne avec les cendres de mon corps auprès de votre table de nuit. Auprès de votre lit. Ça, c'est sympa pour le couple, voilà, les enfants, la belle-fille, tiens, alors si on la déteste, ça c'est... Maman est toujours là. C'est génial. Et vous voyez bien que cette volonté individuelle, c'est quand l'objet, pour le dire en termes psy, il y a quelques psys dans la salle, il faut que... si, au moment où l'objet petit a est supérieur à l'idéal, eh bien je fais de mes cendres, objet petit a, un objet de jouissance. C'est formidable. On survit à soi et le legs prend la forme d'un prolongement de soi au-delà de la mort. Et on emmerde, c'est vraiment la génération qui suit, ad vitam aeternam, si on peut dire, justement. Et l'avènement de la subjectivité et le triomphe de la délibération font désormais parler les morts après la mort. Difficile de se débarrasser de l'autre dans ces cas-là, parce que bien sûr qu'il faut respecter le défunt, mais il faut aussi s'en débarrasser. Enfin, souvenez-vous, si on ne réussit pas à se débarrasser de ses parents après la mort, déjà qu'avant c'est difficile. Il y a une forme de complaisance, si vous voulez aussi, une réciprocité là-dedans. Bon, voilà cette première manière d'être mort et de continuer d'embarrasser la génération suivante au nom de l'impératif de son désir, c'est-à-dire au nom du caprice, ni plus ni moins. On fait encore des caprices à cet âge-là où on n'a plus d'âge. A contrario, il semble que le risque inverse est de traiter collectivement des existences comme si elles pouvaient se réduire aux limites qu'imposent les seules contraintes de la nature. Comme si finalement la mort naturelle était la mort de tout, y compris de la personne. Alors là, on a un problème, si vous voulez, parce que nous ne croyons plus collectivement, je dis un nous collectif comme ça, nous ne croyons plus à la survie de l'âme. Pour autant, le défunt et le cadavre, c'est pas la même chose. Si une personne, la vie humaine assurément, ne se limite pas à son incarnation ici et maintenant. Si une personne est inscrite dans une histoire, alors sa vie humaine la précède son incarnation et lui succède à son incarnation.
A contrario, si cette personne-là n'est inscrite dans aucune histoire, aucune chaîne signifiante qui la dépasse, donc aucune survivance mémorielle en quelque sorte, alors il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a pas de présent, pas de passé, pas d'avenir. Dans un sens, il y a un excès de présence du défunt, et dans un autre sens, il y a un déficit de présence, un excès d'absence. La dégradation du corps équivaut à la dégradation de la personne. Si le défunt se confond avec le cadavre, alors on n'est pas surpris qu'on anticipe là aussi l'appel avec un meurtre symbolique, en quelque sorte, de la personne qui est en fin de vie. Plus une parole, plus un regard, plus une attention, ça participe du déni d'existence du sujet. Il n'y a déjà plus personne. La ritualité, dit Louis-Vincent Thomas, consiste bien moins à honorer le cadavre qu'à séparer le défunt de ce corps où il ne doit plus être. Et je rajouterais, sauf le respect que je dois à Louis-Vincent Thomas, donc corps où il ne doit plus être et où il n'a jamais été totalement. La vie humaine ne se réduit pas à la vie organique. Je pense qu'il me reste 9 minutes. Triche un petit peu, là. Il y aurait-il donc un bon lieu pour mourir ? Il faut que je vous dise quelque chose de ces histoires de maison, quand même. Le lieu où on habite, c'est le lieu où un peu de soi est et reste. On peut le résumer comme ça. C'est un lieu social qui soutient la sociabilité psychique, permettez-moi cette espèce d'oxymore. C'est un lieu social qui soutient la sociabilité psychique de notre être. Puisque l'existence subjective ne se résume pas aux limites du soma, alors nous sommes éparpillés dans le temps, avant, après, mais nous sommes aussi éparpillés dans l'espace. Ici, bien sûr, mais aussi un peu là et un peu ailleurs. L'organisme donne lieu à une incarnation visible et dénombrable, et bien sûr, que ça soit le discours médical ou le discours sociologique qui prend soit le corps, soit l'individu, va considérer que la personne va se réduire au corps ou à l'individu, alors que nous savons que l'être, la subjectivité pour les psys, si vous voulez, assoit une sécurité identitaire dans un espace psychique qui dépasse largement les limites du corps. L'espace psychique, il se répand dans l'espace physique qui est bien au-delà de moi. Et ça prend la forme de la propagation dans l'entourage des objets d'amour, des objets d'attachement, alors des personnes bien sûr, mais bon, celles-là elles sont un peu mouvantes, et des objets tout court, l'autre familial, l'autre familier, qui sont les membres de la famille, mais qui sont aussi les babioles, les odeurs, les ambiances, les rites, les usages, etc., etc. Cette maison-là réunit finalement un bout d'histoire qui relie au passé et qui permet justement de faire des projets et de se projeter dans l'avenir. C'est un prolongement de soi au-delà de soi. On comprend dans ce sens-là qu'on va ici retrouver chez soi pour se retrouver soi avant de se quitter. Qui meurt finalement si nous ne sommes pas avec tous nos abattis, en quelque sorte. Si une partie de nous-mêmes est restée là-bas, qui meurt ? Et qui survit finalement alors que je suis mort ? Le familier et le familial se confondent dans cet espace-là, dans cet environnement, dans un milieu, dans une enveloppe, la maison, qui sécurise le sujet et qui donne ce sentiment-là d'identité qui participe de son être au monde. Il s'agit finalement de retrouver sa domus, la maison, son toit. Allez, jouons sur les mots, je vais faire le psy de service, le lacanien de service. Il faut retrouver son toi avant de quitter son moi. C'est joli ça. Alors vous comprenez que le lieu de l'hospitalisation peut être, d'une manière assez dramatique,
une forme de no man's land, une forme de terre de personne, une forme de non-lieu, une forme d'antichambre de la disparition du corps, mais qui ne donne pas existence à ce chez-soi-là. Alors, puisque j'annonçais très habilement, il faut bien le dire, Lacan, il nous aide à comprendre ceci en disant cela. Tout ce qui constitue l'unité domestique du groupe familial devient, pour l'individu, à mesure qu'il est plus capable de l'abstraire, l'objet d'une affection distincte de celle qui l'unissent à chaque membre de ce groupe. Bon, c'est Lacan, je vous le traduis. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'on est attaché d'une manière particulière à sa famille, à sa maison, d'une manière tout à fait différente que la manière dont on est attaché à chaque membre de la famille, à chaque personne qui occupe la maison. C'est pas pareil. Il y a un objet d'attachement, la famille, la maison, qui est objet d'un attachement particulier. Mais peut-être que la maison, c'est finalement le lieu, il faut l'entendre dans le sens du lieu d'où l'on vient, le lieu de l'origine, le ventre, l'ombilic. Je voudrais vous en dire quelque chose dans les 8 minutes qui me restent. Deux. Tu rajoutes à chaque fois. François va devenir sévère. Je voudrais vous en dire quelque chose. C'est très difficile de faire taire un psychologue, vous avez constaté. Ah, on passe tout le temps à nous taire, donc quand on a la parole... Vous avez quelque chose à dire ? Je veux dire quelque chose sur le ventre maternel à propos de la maison. Et ce qui m'a fait penser à ça, c'est ce que dit la magnifique philosophe Hannah Arendt quand elle dit « Au bout du compte, à la fin, dit-elle, seule demeure la langue maternelle ». Alors elle dit ça parce qu'elle est juive, apatride, presque errante, et puis émigrée aux États-Unis pour les raisons qu'on sait, c'est-à-dire pour quelque chose qui est de l'ordre de la honte d'avoir à être allemande, eh bien elle dit quand même à la fin il reste la langue maternelle. À la fin il reste cet attachement. Et cet attachement pour les Allemands c'est, vous savez le feuilleton, Heimat. Ce truc-là, on ne sait pas comment bien le traduire en français, c'est le pays où l'on a grandi, c'est le village, le pays où on est né, c'est le village où on a grandi, c'est aussi la maison où on a passé son enfance, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre du chez-soi. Et ce chez-soi-là, il peut se conjuguer, si vous voulez, avec ce que Freud dessinait du côté de la pulsion de mort. Alors, pas la pulsion de mort qui se conjugue à la pulsion de vie pour se battre pour la vie, y compris aux dépens de l'autre. Non, cette pulsion de mort qui est la tentation du retour à l'inanimé. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que, au moment où, peut-être, le mourir s'annonce, eh bien, il y a quelque chose qui nous fait dire « maman », qui nous fait nous livrer à cet appel à la mère, cette sorte d'aspiration régressive au retour du lieu de notre enfance, mais encore un petit peu au-delà, c'est-à-dire du lieu où très précisément l'autre est venu nous secourir d'une manière fondamentale. S'il n'avait pas été là, alors nous serions morts. Cet appel à la mère, qui est, me semble-t-il, quelque chose qui se conjugue à la pulsion de mort, eh bien, est justifié parce que ce complexe du sevrage dont parle Lacan est fondateur, dit-il, des sentiments les plus archaïques et les plus stables qui unissent l'individu à sa famille. Entre la mère et la mort, des relations s'établissent, et on pourrait le dire autrement, et je cite Claudine Valette, psychanalyste de Clermont-Ferrand, avec qui nous travaillons beaucoup et bien, elle dit ceci: « Devant la difficulté de son existence actuelle, par cet ultime appel au secours, la personne en fin de vie va chercher dans sa vie psychique le lien primordial qui l'a lié, dans ses premiers moments de sa vie, à l'autre. La question se pose de savoir quel autre est là à ce moment-là. » Je vous remercie de votre attention.